Bien, mesdames, messieurs, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Euh, pour commencer, peut-être que je me présente rapidement en deux mots. Je suis Jean-Baptiste Moulin, je suis garde forestier. Je donne cette formation pour la dernière année et je la donne par contre depuis de nombreuses années, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis parmi vous. J'ai commencé à donner ce cours parce qu'en fait, à l'époque, j'ai eu la chance de collaborer, de travailler dans ce qu'on appelait à l'époque les concepts forêt-faune. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur ces espèces de petits projets qui consistaient à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans notre environnement forestier, dans cette relation entre les animaux sauvages, les ongulés principalement, et la forêt. Donc les ongulés qui habitaient dans nos forêts. Voilà, pourquoi est-ce qu'on parle de relation forêt-faune? Euh, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer dans nos montagnes, je vais vous raconter deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de la forêt. Pour ça, je vais remonter au XVIIe, XVIIIe siècle. Durant cette période, ben, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Il se passe que l'homme va développer l'industrie. L'industrie, elle est très gourmande en énergie parce qu'il faut réussir à faire fondre du verre, il faut réussir à faire fondre du métal. Et à ce moment-là, ben, la seule énergie qu'on a à disposition, c'est le bois qui évidemment provient de la forêt. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, sur toute cette période, on va, on va couper la forêt, on va surexploiter notre forêt, on va y aller sans trop se poser de questions. C'est là, c'est la nature, elle est à profusion. On a très peu de connaissances à ce moment-là sur la forêt elle-même. Et puis, ben voilà, cette image, elle illustre très bien ce qui se passe. Ben, nos sept nains, au milieu, plus ou moins au milieu du 19e siècle, ils ont tellement exploité la forêt qu'elle est en lambeaux. Donc à cette période, au 19e siècle, on va subir, on va vivre toute une série de catastrophes naturelles qui sont pas propres à la Suisse, c'est un peu toute l'Europe qui est touchée. Donc ces catastrophes, elles conduisent l'art à déborder, à détruire des villages. Le Rhône déborde, le Rhin déborde, il y a des dizaines de morts. Et le Conseil fédéral de l'époque décide de faire quelque chose. Alors, la première chose qu'ils vont faire, c'est de faire revenir les premiers ingénieurs forestiers qui se sont formés. Ces ingénieurs, ils travaillent en Allemagne, ils travaillent pour la Prusse. Et puis, ils vont leur donner mandat de faire une expertise de l'ensemble des forêts de l'arc alpin. Ça va durer des années. Ils vont pendant des années traverser la Suisse. Et puis, en 1862, ils donnent en possession, donc ils donnent au Conseil fédéral leur rapport. Ce rapport, ben, je vous laisse lire ce petit résumé qui résume très bien la situation de ce moment-là. Voilà, donc le Conseil fédéral prend note de ce rapport, décide que c'est très important, et puis en fait, ce qui va se passer, on va voter, on va décider, on va imposer à la population, il faut dire ce que ça a été, notre première loi forestière. Alors, notre première loi forestière, elle va poser des bases qu'aujourd'hui on considérerait comme étant les bases de la durabilité. Ça, voilà, juste une parenthèse, depuis 1876, les forestiers ont cumulé un petit peu une expérience de durabilité, de gestion durable du patrimoine forestier. Aujourd'hui, ça s'étend à bien d'autres secteurs de notre économie par meneur. Mais voilà, cette première loi forestière, on peut la résumer en 6 points fondamentaux. Le premier point fondamental, ça va être que on décide de plus faire de coupe rase. Alors, il faut bien s'imaginer à l'époque que comme de toute façon on considère pas encore que l'homme peut avoir un impact sur la forêt,
on va exploiter par facilité la forêt par coupe rase. On définit des pans de montagne, des grands secteurs sur les pans de montagne, on va tout couper, puis on va laisser évoluer ces surfaces. Ou vous verrez, on va en faire aussi d'autres choses. La deuxième chose, plus de défrichement. Bien alors, la différence entre une coupe et un défrichement, quand on fait une coupe ou quand il faisait une coupe rase, la coupe, elle consiste à enlever la forêt aujourd'hui dans le but de régénérer la forêt. Le défrichement, avec le défrichement, on va changer la nature du sol. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un exemple moderne, on va enlever la forêt pour poser les bases, pour poser les fondations d'un pylône électrique. Le terrain qui est sous le pylône électrique, évidemment, c'est plus de la forêt, c'est un pylône électrique, on le comprend très bien. Donc voilà. La première loi forestière, elle va dire bien, dorénavant, on peut plus défricher, on peut plus changer la nature d'un sol forestier pour en faire un pâturage, pas un pâturage, mais une prairie, voilà, une construction, etc. On doit les compenser, on doit compenser ces surfaces. Là, le troisième point, c'est protection de la surface forestière. Donc on va dire, la première loi déjà va dire, ok, si une zone agricole est reprise ou une zone urbaine, c'est égal, est reprise par la forêt, eh bien, si la reprise, si l'évolution, si cette zone, elle répond à tel et tel critère, on va la considérer comme forêt et puis on ne peut plus changer, ce sera de la forêt dorénavant. Hein, l'objectif à ce moment-là, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment d'augmenter la surface forestière parce qu'elle est en lambeaux. Le quatrième point, c'est l'obligation de reboiser. En résumé, on l'a encore ce point fortement marqué dans l'opinion publique, hein, avec ce qui l'opinion publique exprimait cet article de loi en disant si je coupe un arbre, je dois planter un arbre. Donc la loi, elle disait que un propriétaire, si il avait une surface boisée qui était par exemple touchée par un ouragan, eh bien il avait 3 ans pour reboiser l'ensemble de cette surface. C'est clair, aujourd'hui, avec l'évolution, la connaissance de la forêt, on travaille plus avec la nature, on reboise plus massivement comme on a pu le faire par le passé, on travaille beaucoup plus avec la régénération naturelle. L'avant-dernier point, c'est le rendement soutenu. Donc la notion du rendement soutenu, elle est facile à comprendre, c'est la base de la gestion durable des forêts. On va prendre un exemple, c'est pas vraiment, plus vraiment un bon exemple parce qu'on a maintenant aujourd'hui des intérêts négatifs, mais on va imaginer vos économies que vous placez à la banque. Eh bien, le principe du rendement soutenu, c'est comme si on avait un capital à la banque et puis que chaque année ou chaque 10 ans, vous allez récolter les intérêts sans jamais toucher au capital. Voilà. Bien, cette apparition de la première loi forestière, elle va pas se faire d'une façon simple, vous imaginez bien. À l'époque, eh bien, les populations de montagne, elles aussi, elles n'ont pas d'autres ressources énergétiques que le bois. Donc le bois, il sert à faire la cuisine, il sert à chauffer, il sert à forger, il sert à faire des pains, on en a besoin dans tous les domaines de l'économie. Euh, on va aussi utiliser la forêt pour d'autres usages. Je vais vous les expliquer tout à l'heure, on va les voir tout à l'heure. Et puis en fait, ben, la population, elle va difficilement accepter cette loi forestière. Ça va durer des décennies pour qu'on l'approche et encore aujourd'hui, certains des principes fondamentaux de la première loi forestière, ils sont difficiles à mettre en pratique. Alors, si on fait un comparatif de la situation de 1850 et de 2020, euh, eh bien, en 1850, la forêt valaisanne, elle fait une surface de 65 000 hectares. Donc 65 000 hectares, aujourd'hui, on dépasse les 120 000 hectares, donc on a pratiquement doublé la surface forestière valaisanne. En 1850, avec 65 000 hectares de forêt, on exploite 235 000 mètres cubes de bois, ce qui est énorme par rapport à la surface.
En comparaison, aujourd'hui, de la forêt valaisanne, on ressort 100 000 mètres cubes de bois qui sont commercialisés, qui sont mis dans les filières bois. Le forestier, il va vous dire que c'est pas assez. Effectivement, hein, il y a énormément de bois, de matériel bois qui reste ou en cumul, en addition de mètres cubes en bois debout ou couché en forêt. Et c'est clair que notre société, on pourrait avoir une autre utilisation ou une utilisation différente de cette matière première qui est renouvelable et durable. Voilà, en fait, si on fait l'addition de toutes les possibilités de coupe, hein, on appelle la possibilité de coupe, ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'accroissement, la possibilité, ce que l'on peut couper effectivement dans la forêt après le calcul de nos intérêts qu'on peut récolter. Donc si on regarde les intérêts qu'on pourrait récolter sur la forêt valaisanne, on pourrait récolter 690 000 mètres cubes 690 000 mètres cubes, voilà, et puis on en exploite 100 000, voilà. Euh, donc par le passé, je vous parlais des exploitations qui se faisaient autres, hein, donc les coupes rases, évidemment, les coupes rases aujourd'hui on n'en fait plus. La récolte de litière qui se faisait en 1850, la litière pour le bétail principalement, donc on allait ramasser l'humus, on allait ramasser les fans, hein, les feuilles mortes ou les aiguilles mortes dans la forêt pour servir de litière pour le bétail. Aujourd'hui on ne le fait plus, hein, elle a été aussi interdite par la loi cette pratique. À l'époque on faisait des saignées, donc on faisait de la récolte de résine sur nos arbres, ça se fait plus non plus. La pâture du bétail, donc pas confondre la pâture du bétail avec les pâturages boisés, hein. Les pâturages boisés, c'est un régime forestier. On pâture de la forêt, mais c'est on va dire un statut officiel de cette partie de forêt. Mais la pâture du bétail, c'était une pratique qui voulait que après les coupes rases évidemment, comme la surface est inondée de lumière, on va avoir une végétation au sol très importante qui va pousser. Les populations de montagne, eh bien, ils voyaient ça comme un bénéfice et puis ils lâchaient le bétail sur ces surfaces de façon à ce que jusqu'à l'apparition de la forêt, le bétail puisse brouter l'herbe qui poussait, cette végétation qui poussait. Pas besoin de vous dire qu'en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui pousse en dehors de l'herbe si on met des vaches ou des chèvres en forêt. Le dernier point, c'est la culture en forêt. Donc là aussi, c'était une pratique très courante où, bah oui, les surfaces manquaient. Donc on allait planter des choux et des poireaux en forêt pour se nourrir. Et puis, évidemment que c'est des pratiques qui ont totalement disparu elles aussi. Bien, donc qu'est-ce qu'il y a à retenir sur cette histoire? De cette histoire, il y a à retenir que on est parti d'une situation très complexe, très compliquée, avec une nature, une forêt, un paysage qui était totalement en lambeaux euh, au XIXe siècle, et puis un énorme effort qui a été fait, qui a été consenti par la société et les forestiers pour rétablir, pour renaturer euh, ce paysage, cette nature. Durant toute cette période, il va y avoir trois mots d'ordre. Trois mots d'ordre qui vont marquer l'esprit des forestiers, c'est protéger, protéger, protéger. En fait, on va mettre notre forêt sous couveuse, on va mettre nos forêts sous couveuse, et puis les forestiers, euh, ils vont protéger, protéger, couver en faisant attention, c'est leur métier, c'est leur job, que la population n'aille pas couper, qu'on braconne pas du bois, que voilà, qu'on n'aille pas faire du bois de lune, que les propriétaires soient raisonnés sur leurs exploitations, etc. L'histoire de la faune. L'histoire de la faune, elle va suivre exactement la même trajectoire que l'histoire de la forêt. Ça commence un petit peu avant, hein, on va dire, on va prendre comme point de repère la Révolution française. Donc jusqu'à la Révolution française, il n'y a pas trop de problèmes. La chasse, elle est le privilège de l'aristocratie. Donc
on gère, on a relativement beaucoup d'animaux, tout va bien, les choses elles changent au moment de la Révolution française. Donc au moment de l'élan de démocratie, d'esprit démocratique qui va suivre la Révolution française, eh bien, on va faire tomber les privilèges des nobles. Et puis, on va dire, pour ce qui concerne la chasse, eh bien, dorénavant, tout le monde peut chasser. Donc, entre la Révolution française et le début du XXe siècle, il faudra à peu près 150 ans pour qu'on vide complètement les réservoirs faunistiques de l'arc alpin. C'est pas encore une fois unique à la Suisse ou à l'arc alpin, c'est partout aux États-Unis, dans les pays nordiques, etc. Euh, Partout, ça va se passer de la même manière. Donc, on va surchasser. Et puis, au début du XXe siècle, en Suisse, il reste quelques chamois, 11, je crois, sur l'ensemble du territoire suisse. Il n'y a plus de bouquetins, il n'y a plus de chevreuils, il n'y a plus de sangliers. Voilà, l'ensemble de la faune a disparu. Voilà. La faune, elle va aussi encore subir une pression terrible aussi par la modernisation de notre agriculture, qui va aussi faire disparaître des espèces comme les castors, les loutres, etc. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné, eh bien, nos chasseurs en ont un petit peu marre de chasser des lièvres, parce qu'en fait, il n'y a que ça, hein, c'est tartane, tarascon. On part pour chasser du lièvre, puis on rêve qu'un jour on croise un chevreuil, qu'on parle même pas du cerf, hein, voilà. Mais on fantasme sur des belles chasses, et puis dans la réalité, on va chasser que des lièvres. Donc les Diana, les sociétés de chasse, elles vont prendre l'initiative de dire, tiens, on pourrait remettre des animaux que potentiellement dans quelques années on pourrait chasser. Donc là, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces légendes montagnardes, hein, qui sont certainement pour certaines justes. Donc on va s'arranger avec, tiens, les Valdotins qui ont des territoires de chasse euh, de la noblesse, hein, du roi d'Italie sur leur territoire. Donc on va s'arranger avec eux pour qu'ils nous capturent des bouquetins. Pour commencer, on va libérer quelques bouquetins. On va faire la même chose avec les chevreuils. 1910, on va libérer les premiers chevreuils dans le Val Ferret. 1926, on va relâcher les premiers cerfs dans la Combe de Lac. Et puis, progressivement, cette population, ces animaux vont se reproduire, et puis on a une petite population qui va s'installer. Alors, tout va bien jusque dans les années 80. Hein. L'évolution d'une population, elle est pas régulière, elle n'est pas régulière, elle n'est pas symétrique. Ça, c'est facile à comprendre. Quand on a 10 individus qui se reproduisent, la croissance elle est nettement moins rapide et puis que si on en a 2000, 3000 ou 4000 individus qui se reproduisent. Donc tout va bien jusque dans les années 80 où tout d'un coup, paf, il y a une flambée, il y a une extension très rapide des populations d'ongulés sur le territoire national. Et puis, voilà, on commence à enregistrer les premiers problèmes. Alors cette image, hein, ce dessin humoristique, il illustre bien ce qui s'est passé durant cette histoire. Donc devant, on a nos forestiers qui, depuis l'application de la première loi forestière, eh bien, appliquent leurs trois principes: protection, protection, protection. Et puis on a à l'arrière les Diana, les chasseurs, avec le service de la chasse par la suite, qui vont aussi prendre leurs mesures de protection, hein, avec les mêmes trois principes de gestion: protection, protection, protection. On va se limiter dans ce qu'on peut chasser, on va pas tirer les mâles reproducteurs, on va protéger les mamans, on va protéger les femelles. Et puis, pendant des années, pendant des décennies, pendant plusieurs générations, on va dire aux chasseurs dans leur formation, maintenant, il faut protéger, protéger, protéger. Donc on en a d'un côté des forestiers qui protègent, et puis de l'autre côté, on a des chasseurs qui ont appris à protéger, et puis tout d'un coup, on leur dit, ah ouais, mais maintenant, il faut qu'on fasse autrement.
Alors pourquoi il faut qu'on fasse autrement? Ben, il faut qu'on fasse autrement parce que tout d'un coup, on se retrouve dans un contexte d'abondance. On a une situation où on a reconstitué les écosystèmes forestiers pour utiliser un terme d'actualité. Tout commence à fonctionner, voilà, un écosystème intègre. Et puis pour les animaux, la même chose. C'est pas la pratique de la chasse, c'est pas la présence des grands prédateurs ou l'urbanisation intensive qui va mettre en péril les populations d'ongulés. Elles sont là. On va avoir des coups de mouvement, c'est clair là-dedans, parce qu'il y a des maladies, il y a des choses qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont faire bouger et évoluer les populations. Mais elles sont là, elles sont en place, elles ne sont pas en péril. Bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ces années, ces décennies de protection et de succès? Eh bien, il s'est passé que aujourd'hui, on a mis en place une situation qui est totalement nouvelle, qu'on n'a jamais connue. Et j'insiste, aujourd'hui, en termes de gestion de notre environnement, on vit des situations qu'on n'a jamais connues. Hein. Je prends toujours cet exemple, quand vous baladerez cet automne à la chasse et puis vous regardez les arbres autour de vous, eh bien imaginez que tous les arbres qui font plus de 30 cm de diamètre, ils sont nés, donc ils ont germé, ils ont commencé à pousser sans la présence des ongulés puisque on les avait tous mangés. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un laps de temps hein, la forêt, elle a pu évoluer dans une autre règle que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, jamais l'homme, jamais notre société, elle a autant mité notre environnement. Euh, Au moment de l'adoption des premières lois forestières, hein, la première loi forestière cantonale entre autres, il y a les premiers recensements qui sont faits sur ce canton. Sur ce canton, on est 80 000 habitants au milieu du 19e. Aujourd'hui, on a dépassé les 260 000, on arrive gentiment à 300 000 habitants. Donc c'est clair que les conditions pour l'environnement tout autour, elles changent globalement, elles changent totalement. Au 19e siècle, les 80 000 habitants qui vivent en Valais, ils sont essentiellement sur les vallées latérales. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'essentiel de la population est sur la plaine du Rhône. En 1800, les populations de montagne, elles ont une activité vivrière où en hiver, mais elles restent dans les villages et puis elles s'occupent de leurs vaches et puis elles font du fromage. Alors que nous, aujourd'hui, on a le besoin de passer tous les jours de la vallée latérale à la plaine du Rhône pour travailler, pour faire nos courses, etc. Donc on n'a aussi jamais eu autant besoin de la forêt pour autre chose que la fabrique du bois, mais on va en parler tout à l'heure, pour des fonctions comme des fonctions de protection contre les risques naturels. Voilà. Donc en fait, on est dans une situation qui est vraiment nouvelle, et puis situation nouvelle, outil nouveau, et c'est la grande difficulté. On ne connaît pas grand-chose sur ce qui est en train d'arriver. Donc voilà, en termes de gestion de notre environnement, de nos forêts ou de notre faune, eh bien, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop comment ça évolue. On a des modèles, on a de la recherche qui se fait par bonheur, qui nous donne des orientations. Mais voilà, on découvre un petit peu les choses au fur et à mesure, ce qui veut dire que ben, on essaye des choses. Des fois ça marche et c'est super, on continue. Des fois on essaye des choses et puis ça marche pas pour des raisons X ou Y, ça fait rien, on revient en arrière, on essaye autre chose. Alors on tâtonne pas parce que la recherche suit tout ça, mais bah pour vous, il faut comprendre cette situation, et puis il faut accepter le fait que, par exemple, sur des choses comme les arrêtés quinquennales, eh bien il y a des modifications, il y a des choses qui soient apportées parce que on doit faire de la dentelle avec quelque chose qui est très très exigeant en termes de connaissances. Voilà rapidement quelques chiffres sur la forêt. Donc en vert ici, vous avez les surfaces forestières par rapport aux autres utilisations du territoire. Donc en gros, en Valais, allez, on va mettre un petit peu plus, un tiers du territoire qui est recouvert par la forêt.
la plus grande partie étant prise par les rochers et les glaciers. Vous connaissez ça. Les conditions de propriété, donc en Valais, on a une particularité, c'est les bourgeoisies. Donc pourquoi les bourgeoisies? Les bourgeoisies, elles ont été créées par Napoléon. Ouais, c'est un peu étonnant parce qu'en fait Napoléon, quand il arrive en Valais, il veut faire comme il a fait partout ailleurs, à Neuchâtel par exemple. Il veut récupérer les forêts qui appartiennent à la noblesse et puis les donner à l'État pour en faire des forêts domaniales. Et puis les populations valaisannes, elles vont ressortir des actes de droit. Certaines, elles remontent au roi mérovingien. Et puis, ils vont revendiquer le droit de propriété sur les forêts en disant non, non, mais regarde, Napoléon, nous, depuis des générations et des générations, on se bat pour avoir des droits sur la forêt, pour survivre dans ces montagnes. Donc, ces forêts, elles appartiennent pas à l'État, elles nous appartiennent à nous. Et Napoléon va créer les bourgeoisies en disant ok, on crée des bourgeoisies, les forêts appartiendraient à ces corporations. Donc en Valais, 85% des forêts qui appartiennent aux bourgeoisies. Qu'est-ce que la forêt? Quand on est promeneur, quand on est champignonneur, quand on est chasseur, on a peut-être tendance à voir la forêt comme étant une nature morte. Quelque chose qui est figé, qui bouge pas, qui évolue très peu. Voilà. En fait, la forêt, c'est pas du tout une nature morte, c'est un immense écosystème avec des strates de vie qui vont du sol forestier qui est extrêmement riche. On disait il y a 30 ans en arrière 6 millions d'habitants sur un nouveau un soulier du numéro 42 comme le mien. Aujourd'hui, on dit non, dans le sol forestier, il y a plus de 50 millions d'habitants sous un numéro 43. Donc sous une chaussure de montagne numéro 43. Bien, donc une vie qui est très riche, une interaction entre les espèces qui est euh, très diversifiée et très intense aussi. Tout ça, ça conduit à, voilà, dans les chaînes alimentaires, des échanges qui sont permanents, des échanges qui sont très importants. Bien, donc, il ne faut pas considérer la forêt comme une alignée d'arbres. Il faut pas considérer la forêt comme une zone de refuge pour la faune. Non, c'est vraiment un milieu de vie dans lequel on va trouver une multitude d'espèces qui vont de la bactérie au cerf, en passant par toutes sortes de végétaux, d'insectes, de caramboles, de vers, de lombriques, d'oiseaux, etc. Donc en résumé, la forêt, c'est un milieu naturel, une communauté vivante, diversifiée, riche en espèces de plantes et d'animaux. Voilà, on dit qu'en Valais, on a 20 000 espèces d'animaux et 500 espèces de plantes qui s'enracinent et se reproduisent pour se nourrir dans les surfaces boisées. La forêt valaisanne, en fait, elle va se répartir. Voilà, si on prend ce dessin puis qu'on imagine qu'ici on a on va dire les Alpes valaisannes et puis ici on aurait les Alpes bernoises, au centre la plaine du Rhône. Eh bien, en fait, on va avoir une répartition de la végétation qui va aller de la plaine vers la montagne. Donc, on va trouver, vous avez déjà observé ça, plutôt des feuillus sur les basses altitudes. Et plus on va monter en altitude, plus plus on va rencontrer, eh bien, les sapins, les épicéas, les mélèzes, les aroles, pour citer que les principales. Donc, on a une répartition sur la montagne de la végétation qui va de la plaine à la montagne. On a aussi dans cette végétation une gradation, une graduation des facteurs stationnels. Pour parler français puis parler plus simplement, eh bien on va avoir des conditions de vie pour la forêt qui sont beaucoup plus douces en basse altitude, donc avec des forêts qui poussent beaucoup plus vite. Et puis en altitude, eh bien, des conditions qui sont beaucoup plus rigoureuses
et puis des forêts qui sont plus espacées, qui ont beaucoup plus de peine, par exemple, à s'installer. Hein. Si une régénération de forêt à 450 mètres d'altitude, ce qui est l'altitude de la plaine du Rhône, elle pourra se faire, allez, on va dire, en 5-6 heures, on a la régénération qui pourra être installée, eh bien, à 1800-2000 mètres d'altitude, il faudra peut-être 50 ans. Donc voilà. Euh, ça va me permettre de parler un petit peu des impacts par la suite. Vous le connaissez aussi, donc dans ces montagnes, on va aussi avoir une répartition théorique, bien sûr, des animaux, euh, de nos ongulés, chevreuil, cerf, chamois, bouquetin, avec le chevreuil qu'on va placer plutôt sur la basse altitude, le cerf en moyenne altitude, mais jusqu'à la limite des forêts, de plus en plus haut depuis quelques décennies, mais en théorie, on les place comme ça. Et puis les chamois qui vont voyager entre 1300 mètres et 2700 mètres et les bouquetins tout en altitude. Voilà. La différence entre mes arbres et mes ongulés, eh bien, c'est que mes ongulés, ils ont quatre pattes et ils se déplacent. Vous connaissez ça. Donc, au fil, si on reprend notre forêt, eh bien, si on a des altitudes avec des fourchettes théoriques, eh bien, nos animaux, ils vont exploiter mon coteau, ils vont exploiter ma forêt, on va dire ça comme ça, de façon différente en fonction de la saison. Le chevreuil, il va être territorial, donc il va rester dans son même secteur. En hiver, descendre en altitude, profiter des zones les plus basses de son territoire. Et puis en été, quand le climat est plus favorable, ils vont remonter un petit peu en altitude. Le cerf, lui, n'est pas territorial, donc il va migrer. Il va remonter en altitude en été, redescendre en hiver, en période automne, hein, après la période de rut, et puis se déplacer sur des coteaux hivernaux en hiver, dans les zones d'hivernage. Et puis, le chamois, il sera plus territorial, et puis lui va exploiter les pelouses alpines en été, et puis se rapprocher des lisières forestières sur la période d'hiver, voir si les conditions de refuge sont favorables, carrément il y a domicile en forêt. Les bouquetins ils vont être en période estivale haut en altitude, et puis sur le printemps, on va les retrouver plus en basse altitude pour venir profiter de l'herbe qui commence à pousser. Une forêt qu'on laisserait évoluer de façon naturelle, elle va traverser 5 phases d'évolution principale. Une première phase, c'est une phase initiale. Allez, un ouragan qui couche notre forêt, on va prendre cet exemple. Eh bien, il va falloir que le sol se refasse, il va falloir qu'une végétation pionnière s'installe, et puis que progressivement, il y ait nos petits arbres qui poussent. Ordre de grandeur, cette phase, elle peut aller de 50 à 100 ans. De quelques années, il y a 100 ans, on va dire, ça peut être relativement long. On va avoir une phase de transition, donc on va avoir une phase où notre forêt telle qu'on la connaît avec nos arbres forestiers vont se développer. La même chose, ça peut être relativement long. Et puis on va avoir une phase optimale qui, elle, va durer près d'un siècle, où en fait on a un maximum, le peuplement se densifie, on perd la végétation en sous-bois. C'est les arbres, c'est surtout la strate arborescente un peu élevée qui vit. En dessous, c'est un peu dans l'ombrage. Notre phase optimale, elle va laisser la place à une phase âgée, après 150, 200, 300 ans. Donc cette phase âgée, elle peut être très longue, elle peut aller jusqu'à 200, 300, 400 ans. Et puis, dans la phase âgée, on va voir les premiers arbres qui commencent à tomber. Euh, à la phase âgée fait suite la phase d'effondrement, qui, elle, peut être très rapide ou durer 200 ans. Donc les conséquences, c'est que dans un cas, on revient à la phase initiale, où on a une forêt nouvelle avec un stade pionnier qui s'installe. Et puis, dans le cas d'un effondrement progressif, eh ben, on va avoir une forêt jardinée qui va apparaître avec des grands et des petits arbres, ou des jeunes arbres et des très très vieux arbres.
Voilà en résumé une évolution très lente de la forêt à l'état naturel, avec des phases qu'on connaît, qu'on distingue, et puis un cycle de vie qui peut aller jusqu'à, pour une paissière de montagne, jusqu'à 600, 700 ans. C'est clair que là, je vous parle d'une évolution naturelle de la forêt. Par tradition, eh bien, nous, on va attribuer à la forêt des rôles, des fonctions, on attend des prestations de la forêt. C'est-à-dire que ben, on va pas laisser forcément l'ensemble d'un cycle se faire sur 600 ans. En tout cas, on l'a pas fait par le passé, et puis on va travailler sur des temps de révolution, hein, des temps de cycle de forêt un peu plus courts, de façon à optimaliser, entre autres, ces fonctions, ces prestations qu'on attend de la forêt. Alors, lesquelles sont ces prestations? La première prestation, ben, vous la connaissez, c'est la production de bois. Donc la forêt, on en a parlé précédemment, elle produit quand même un certain volume de matières premières. Cette matière première, elle est très intéressante pour notre société moderne parce que durable, elle se régénère, elle est quasiment sans impact, elle est sans impact sur notre environnement dans le sens où la combustion du bois, ben, elle équivaut à un pourrissement dans la nature. Et puis on arrive avec un cycle carbone neutre où en fait l'arbre en brûlant ou en pourrissant en forêt, il va juste dégager en CO2 ce qu'il a capté dans l'atmosphère. Voilà, donc là, par exemple, on parle de plus en plus de puits de carbone. Donc chaque fois qu'on fait une belle construction comme cette tour en bois qui a été construite par ce bûcheron, eh bien on va mobiliser du carbone, on va mobiliser du CO2 pour parler un peu plus clair, ben, pendant toute la durée de vie de notre petit château. La forêt, elle a une fonction contre les risques naturels, je les ai nommés aussi précédemment. Donc avalanche, chute de pierre, lave torrentielle, inondation, etc. Donc pour chacun de ces dangers, eh bien la forêt, elle va fonctionner comme autant de clous, de points d'appui qui vont être plantés dans la montagne et puis qui vont permettre d'éviter un petit peu ces phénomènes. La forêt, elle a une fonction sociale très importante. Voilà. Je crois qu'il y a un chasseur qui se balade avec une paire de jumelles sur ce dessin. Je ne sais plus où il est. Ah ben non, oui, c'est peut-être celui-là. Hein, c'est plutôt un observateur qu'un chasseur. Mais bon, les chasseurs, on fait partie de ces personnes qui profitent de ce rôle social de la forêt, de détendre. De plus en plus dans notre société qui s'urbanise, eh bien, on a besoin de proximité avec la nature. Et c'est sûr que cette proximité avec la nature, eh bien, on va la trouver en forêt. Enfin, notre forêt, ben, on en a parlé avant aussi, ce grand écosystème, il joue un rôle écologique très important. Et là aussi, vous savez combien pour notre société, vous savez combien pour l'homme aujourd'hui, c'est très important d'avoir l'impression, le sentiment de vivre en équilibre avec cette nature. Voilà. Donc, je reviens sur l'image parce que souvent on nous dit ouais mais les forestiers qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez à quoi ça sert que vous travaillez en forêt. Ben là on a un cadre qui est très bien défini par la loi actuelle qui nous dit que chacune de ces prestations de la forêt hein, qui sont encore une fois inscrites dans la loi, donc production, protection contre les risques naturels, fonction sociale, fonction écologique, eh bien, la loi nous dit chacune de ces fonctions, il y en a pas, chacune de ces fonctions est importante et il n'y en a pas une qui a plus d'importance que l'autre. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, les forestiers, quand on va intervenir en forêt, eh bien, on va, pour caricaturer un petit peu notre travail, on va se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais pour la production de bois? Là, c'est relativement facile à comprendre. On sort du bois, on le commercialise. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour réduire les risques de dangers naturels?
Donc là, la même chose, aujourd'hui, on a des modèles, on a des aides à la décision qui nous permettent de structurer la forêt de façon à optimaliser cette fonction. On va intégrer les valeurs sociales. Et puis enfin, on va apporter une réflexion sur le comment améliorer la biodiversité, hein, en tous les cas, la diversité des espèces dans la forêt. Donc à chaque fois qu'on prend une décision, à chaque fois qu'on travaille, on va travailler sur les 4 fonctions. En Valais, on considère qu'on a 87% de notre surface boisée, de notre surface forestière à qui on attribue un rôle prioritaire de protection. On a 13% à laquelle on a attribué une fonction de production directe, de nature paysage ou une fonction sociale. Comme ça, pour avoir un chiffre de référence, si on devait remplacer 1 hectare de forêt par des ouvrages de protection, des ouvrages techniques du style départ avalanche, ben ça coûterait à la société l'équivalent plus ou moins d'1 million de francs. Donc ça, simplement pour dire que il vaut mieux investir un peu sur la forêt, investir un petit peu sur la stabilité de cet écosystème, de façon à ce qu'il remplisse l'ensemble de ses fonctions, plutôt que de devoir intervenir sur des ouvrages de protection. Voilà, tout à l'heure, je vous ai raconté ces 2 petites histoires avec ce plein succès de la reconstitution de notre patrimoine forestier, le plein succès de la reconstitution de notre patrimoine faunistique. Et puis, je vous ai laissé sous-entendre que tout d'un coup, voilà, il y avait une interaction entre les deux qui posait un certain nombre de problèmes. Donc effectivement, à un moment donné, nos ongulés sont des herbivores, notre forêt elle est composée essentiellement de végétaux qui doivent se régénérer à la hauteur de la bouche de nos ongulés, et puis croc, de temps en temps, il y a des problèmes, il y a des dégâts. Donc peut-être avant de vous présenter les dégâts, peut-être euh, préciser la notion de dégâts. C'est clair qu'on va parler de dégâts du moment où nos objectifs de gestion forestière, qu'on vient de voir tout à l'heure, hein, qui sont la protection, la production, la fonction sociale, la biodiversité. Donc, pour autant que ces objectifs sylvicoles peuvent être atteints, on ne va pas parler de dégâts, on va dire simplement que l'impact des populations d'ongulés sont intégrées dans la vie de la forêt, donc on est en équilibre. Par contre, du moment où on a des impacts qui nous permettent pas d'atteindre nos objectifs, on va parler de dégâts. Bien. Alors, les dégâts qu'on va trouver, que nos ongulés vont faire en forêt, c'est l'abrutissement, l'écorçage et la frayure. Frayure et stockade, je les mettrai ensemble. Donc l'abrutissement pour commencer. L'abrutissement, c'est un dégât dit alimentaire. Donc tous les ongulés, sans exception, pour se nourrir, eh bien, ils vont brouter les jeunes pousses, et puis ils vont nous former des petits bonsaïs en forêt, comme vous les avez sur les images. Bien. Ces dégâts, ils sont linéaires, hein, dégâts d'abrutissement, donc ça veut dire que on peut faire un lien direct entre surpression, je ne dis pas surpopulation, mais surpression dans un lieu dit, ou un lieu donné, par rapport à la régénération qui s'installe. Voilà. Le deuxième dégât, c'est les dégâts d'écorçage, qui sont causés par les cerfs. Donc, si on observe des traces de dents, comme vous les avez sur la photo de droite, eh bien, ce sera des dégâts hivernaux. On peut aussi avoir les mêmes dégâts en été. Ces dégâts d'écorçage, ils ne sont pas uniquement alimentaires, ils sont aussi comportementaux. Je vais prendre en exemple des chevaux que vous mettriez dans un verger. Vous tenez dans un verger, vous pouvez peut-être tenir pendant 5-6 heures vos animaux, vos chevaux dans votre verger, et puis il n'y a aucun cheval qui va toucher un arbre. Et puis tout d'un coup, vous changez d'animal, vous mettez un nouveau cheval dans le parc,
Et puis, bah, ce cheval, il aime l'écorce des pommiers, et puis en quelques jours, bah, tous les chevaux se mettent à écorcer les pommiers. Voilà, avec les cerfs, on a les mêmes comportements, donc on a les mêmes effets de groupe, et puis à ces effets de groupe, on va ajouter deux problèmes. Le premier problème, c'est le manque de nourriture en hiver. Donc les cerfs vont écorcer nos arbres pour faire du ballast, pour essayer de réduire la sensation de faim. Et puis en été, eh bien, ils vont avoir un autre comportement, donc les forêts beaucoup plus dérangées. Les animaux vont se cacher dans des zones de refuge, et puis souvent dans ces zones de refuge qui sont très denses, eh bien, ils vont pas trouver la diversité nécessaire à leur alimentation. Et puis la même chose, par ennui ou bien pour se passer la faim, ils vont croquer l'écorce des végétaux. Voilà. Donc là, un dégât à droite d'écorçage qui est fait sur un épicéa, et puis ici un dégât d'écorçage avec une cicatrisation qui est en route, hein, mais on voit une nécrose qui est installée, donc un dégât d'écorçage qui est fait sur un mélèze. Voilà un autre exemple de dégâts d'écorçage fait sur un mélèze, avec le point de l'appareil de photo qui est fait ici derrière. Donc un ancien, on voit déjà des bourrelets cicatrisants qui se sont formés autour de la blessure. Et puis ici, un dégât à l'arrière-plan un petit peu plus frais. Voilà, le dernier dégât, c'est la frayure ou l'estocade. Je les mets ensemble parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à distinguer. Donc le dégât de frayure, il va se passer, on l'a ici à droite, hein. C'est là un dégât qui est 100% comportemental. Donc il n'y a pas d'acte de nourrissage sur un dégât de frayure. C'est ou un marquage de territoire en période de rut, ou hors période de rut, vous me direz, ou un dégât qui est fait lorsque les animaux cherchent à se débarrasser des velours sur les cornes, hein. Donc toutes les espèces font des dégâts de frayure. Pour la forêt, les plus impactants, c'est les dégâts de frayure qui sont faits par le chevreuil et par le cerf. Et puis, bon, je vous ai dit l'estocade qu'on aurait ici sur la gauche. L'estocade, c'est autre chose. L'estocade, c'est une simulation de combat qui va être faite par les cerfs en période de rut dans la végétation. Donc les dégâts comportementaux, hein, je m'excuse, les dégâts de frayure, ils sont souvent anecdotiques, sauf si par exemple vous avez une surpopulation de chevreuils dans un secteur, et puis là vous allez avoir une surintensité de marquage de territoire sur les limites de territoire qui sont forcément, puisqu'il y a trop d'individus, trop exigus. Donc il y a une surexcitation sur ces zones, et puis on peut observer passablement de dégâts de frayure. Voilà ici la frayure du cerf, hein, une frayure de cerf. Donc avant ici on avait une frayure du chevreuil à droite sur un petit cerisier. Donc le chevreuil il va frayer beaucoup plus proche du sol, à peu près entre 10 et 50 cm de hauteur, sur des végétaux qui vont faire plus ou moins le diamètre de votre petit doigt ou de votre pouce, alors que le cerf, lui, va choisir des arbres beaucoup plus gros, de 5 à, je dirais, 15 cm de diamètre, des arbres beaucoup plus gros, beaucoup plus solides. Voilà. Si on parle de dégâts, ça veut dire qu'il y a des conséquences à ces dégâts. Donc les conséquences, on va les classer en deux familles. La première conséquence, c'est une conséquence physique, hein, dans la composante physique de notre forêt. Ça veut dire que je vais perdre de la régénération ou je vais perdre de la biodiversité. Je ne peux pas régénérer mes forêts, j'ai pas de petits arbres qui poussent, ou j'ai mes ongulés qui sont en train de me sélectionner les arbres qui potentiellement pourraient pousser. Je suis dans une forêt où je devrais avoir je sais pas, de l'érable, du sapin blanc et puis de l'épicéa. Et j'ai que de l'épicéa parce que les érables et les sapins blancs sont abrutis systématiquement.
Enfin, il peut y avoir des conséquences économiques. Eh bien, si le propriétaire veut quand même faire pousser sa forêt, il y aura des travaux supplémentaires. Et puis enfin, il peut y avoir une perte de valeur sur les produits. Hein. Il y a une étude qui a été faite dans la forêt noire en Allemagne, où aussi ils ont des populations de cerfs qui ont passablement impacté les forêts d'épicéa, les perchis d'épicéa. Et puis lors de l'ouragan Lothar, ils se sont aperçus que voilà, les arbres qui étaient écorcés avaient développé une nécrose à la hauteur du dégât d'écorçage. Et puis dans les peuplements qui ont été étudiés, ils se sont aperçus que les arbres avaient systématiquement cassé à la hauteur de la morsure des cerfs. Donc évidemment, une perte de valeur économique, parce que le bois sera nécrosé et puis il ne faudra plus grand-chose. Et puis aussi parce que la fonction forestière est détruite du fait que la forêt est au sol et il faut repartir à zéro. Bien, si on dit que on a des dégâts, ça veut dire que on peut prendre des mesures de prévention. Il faut qu'on prenne des mesures de prévention pour réduire ces dégâts. Dans les mesures de prévention, je reviens un petit peu à ce que je disais à la fin de ma présentation des deux petites histoires. Vous vous souvenez, je vous rappelle, on a des générations de chasseurs qui ont appris à protéger, protéger, protéger. On a en parallèle des générations de forestiers qui ont appris à protéger, protéger, protéger. Et puis aujourd'hui, on arrive dans un ère nouveau où tout d'un coup, on voit le monde des animaux qui s'imbrique avec la forêt, qui y vivent, qui impacte, l'homme qui imite tout ça, qui va rajouter une couche de fonction de la forêt, etc., qui se fixe des objectifs de gestion. Et puis, à un moment donné, il faut réussir à poser une politique de gestion où on intègre les outils de prévention, donc on essaye de gérer les choses de manière à ce que on ne soit pas dans la situation de dégâts. On va essayer de prévenir de façon à ne pas être dans une situation où tout d'un coup les dégâts sont trop importants et on doit prendre des mesures euh, drastiques. Hein. Souvenez-vous de ce que je vous disais, on est dans une situation nouvelle, les outils doivent être nouveaux, on va essayer d'en voir quelques-uns. On identifie, on va dire, 5 tiroirs, 5 ou 5 boîtes à outils qui vont nous permettre de mettre en place des outils de prévention qui soient efficaces. La première, elle vous concerne, c'est la maîtrise de la population. La deuxième, elle concerne beaucoup les forestiers, c'est l'amélioration de la capacité d'accueil. Donc faire en sorte que les animaux puissent être en tranquillité et manger. La troisième, c'est les facteurs de dérangement, donc la prévention contre les dérangements des ongulés. La quatrième, c'est quand on est dans des situations difficiles, la protection individuelle. La cinquième, c'est le suivi et le contrôle des mesures. Donc, c'est-à-dire de s'assurer que si j'y mets en place des boîtes à outils, les boîtes à outils 1, 2, 3, 4, eh bien que ça fonctionne et que je puisse avoir un retour d'expérience. Alors, la maîtrise des populations. Qu'est-ce qu'on peut faire concernant la maîtrise des populations? Vous allez dire, ah ouais, c'est facile, on prend le fusil et puis on sort, on chasse. Eh bien non, c'est pas si simple que ça. Je prends un exemple, un secteur que je connais bien, qui est un peu modifié depuis, qui s'est un peu modifié depuis que j'ai fait le PowerPoint. Hein, c'est la forêt que j'ai en face de mon chalet, en face de chez moi où j'habite. C'est la forêt de Martena. Hein. La forêt de Martena, vous avez le mont Tatchouet pour les gens qui connaissent Orsières de ce côté, le Val Ferret à l'arrière, le Val d'Entremont dessus, devant, le village de Lide ici, et puis la Combe de la qui part derrière le chasseur et ma forêt. Alors, si on observe cette forêt, j'ai dessiné en pointillé la limite de ce qui est chassé. En haut, je suis dans le district franc fédéral. En bas, je peux chasser.
Cette ligne, en fonction des volets, c'est clair, elle va bouger, elle peut être ici en haut, ou elle peut être en bas, ou elle peut être, ça c'est pas important, on va juste poser une limite théorique. Alors je regarde la zone sur laquelle je peux chasser. En l'occurrence, en l'observant, ben, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai de la forêt, ok? Et puis qu'en fait j'ai quelques ouvertures agricoles qui sont maintenues, qui se maintiennent, quelques couloirs mais qui sont relativement bien boisés, qui sont même bien boisés. Le reste de la surface forestière, eh bien c'est ça. Voilà. Comment est-ce que vous faites pour pratiquer un acte de chasse dans cette végétation? Même si votre cerf il passe à 50 mètres, eh bien, bien futé celui qui arrivera à épauler et à tirer au milieu de ces arbres sans que la balle, elle s'en fiche dans un arbre et touche pas le cerf. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'aménage cette forêt de façon à ce que la pratique de la chasse, elle puisse se faire. Il va falloir que je fasse des lignes de tir. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Alors la philosophie, hein, la base théorique, là je vous donne la base de théorie qui est donnée sur la mise en place de lignes de tir. Donc une ligne de tir, elle doit répondre à des critères de sécurité du style, il faut que, si on prend par exemple la première ligne de tir qui est faite ici devant le chasseur à gauche, eh bien je vois qu'en fait je suis devant une arête, hein, devant une petite crête, une petite moraine. Donc ça fait que mon chasseur qui va tirer dans cette direction, bah, s'il loupe sa cible, la balle elle va s'enficher dans le terrain, elle va pas partir dans la vallée plus loin. Voilà, ça c'est la première chose, mais ça c'est votre responsabilité. Vous savez que même si la zone est aménagée, c'est vous qui êtes responsable de l'engagement de votre arme. La deuxième règle qu'on peut retenir, c'est de multiplier les couloirs de tir, hein, les lignes de tir. La philosophie, elle serait de dire, ben, la première chose, c'est bien si le chasseur il a la possibilité d'avoir le regard sur différents couloirs. Ici, ils sont disposés comme ça. J'aurais pu en disposer un plus à l'arrière. Et puis, le deuxième point important, c'est si j'en ai plusieurs et qui sont relativement proches avec un cordon boisé entre deux, de la forêt qui se maintient, eh bien, le chasseur, il peut observer, voir venir, se préparer, et puis tirer quand l'animal est sur la deuxième ouverture. Voilà, donc sur cette forêt de Martena, sur cette partie inférieure, hein, ça a un peu changé aujourd'hui parce que l'ouragan a détruit toute la partie supérieure de la forêt, mais ça c'est pas important pour notre cours. On va rester sur les images, sur les anciennes images. Donc ici, on voit qu'il y a une série d'exploitations qui ont été conduites, et puis dans le cadre de ces interventions, eh bien, on a décidé de faire des lignes de tir. Hein. Là, on voit les exploitations et puis les lignes de tir, elles ont été aménagées dans ce secteur ici. Hein. Alors, si on regarde sur la partie aérienne, vue aérienne, ce qui s'est fait, eh bien, on a créé un poste central, un peu camouflé, et puis on a créé trois ouvertures. Stratégiquement, on a posé ces ouvertures sur cette combe, hein, qui est, d'après les chasseurs, une combe qui est empruntée par les animaux qui vont brouter la nuit sur les parties plus basses de la vallée. Donc elles remontent ici au petit matin et puis sont censées traverser ces zones de chasse. Bien. Donc deux couloirs pour respecter ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au passage des animaux, et puis une ligne arrière pour faire un petit bonus pour la pratique de la chasse. Voilà. Alors ici, vous voyez la zone sur la neige avec la zone qui a été exploitée. Hein, vous allez me dire, ouais, mais partout, là, on peut aller chasser. Effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Dans toutes ces ouvertures, on peut chasser. Mais tout ça est en train de se reboiser. Les photos, elles ont déjà 15 ans. Donc aujourd'hui, on a des jeunes arbres qui occupent une grande partie de ces surfaces.
Et puis, l'idée de gestion dans le futur, ce serait de dire ces deux lignes de tir, hein, ces trois lignes de tir, elles sont maintenues, elles restent ouvertes, tout le reste se referme. Reste à poser la question essentielle, qui est-ce qui maintient ces lignes de tir ouvertes? Est-ce que c'est les chasseurs ou est-ce que c'est les forestiers? J'ai pas de réponse. Voilà. On a parlé de capacité d'accueil. On a parlé de capacité d'accueil qu'on peut améliorer. Je vous ai dit, ça c'est un peu le travail des forestiers. Donc là, c'est des images du même secteur lorsqu'on a fait les exploitations sur l'image de droite. Et puis ici, vous avez la situation une année après, une saison après. Donc ici, on est en juillet. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on a coupé la première année. Donc là, on est l'année suivante en juillet. Là, on a coupé, c'était très très tôt le printemps, il y a encore la neige. On a eu une saison complète dessus. Et puis, on a déjà de la végétation qui s'installe. Donc, de ces ouvertures, la photo elle est presque faite au même endroit, de ces ouvertures, eh ben, apparaît une zone de gagnage. J'ai coupé, j'ai ouvert, je vais régénérer ces zones forestières, mais j'ai amené un plus de nourriture pour mes animaux. Voilà, le poste de chasse. Qu'est-ce que je vois? Là, c'est peut-être 2 ans après. Eh bien, j'ai des graminées qui se sont installées partout. C'est l'usule qui s'installe un peu partout. C'est très positif parce que ça, c'est voilà, un herbage que les cerfs aiment beaucoup. Et puis, je vois qu'à l'intérieur, j'ai des buissons qui s'installent. Ici, c'est du sureau. Le sureau, il est très apprécié, entre autres, par les chevreuils. Et puis, je vois que, voilà, c'est ce sureau qui est abruti. Donc, ils viennent chercher la nourriture sur ce sureau, ce qui peut-être donnera un peu plus de chance aux autres végétaux forestiers de s'installer. Peut-être avant que je quitte l'image, ici on a l'image avec le poste de chasse. Donc bien imaginer que ce poste de chasse, il va servir à la chasse pendant 1, 2 semaines, 3 semaines en cours d'année, mais tout le reste de l'année, on le voit autour, eh bien ce poste de chasse, ça reste une zone de gagnage ouverte qui est accessible aux ongulés. Voilà, l'idée de gestion, hein, l'idée intéressante qui serait à poser en termes de gestion, c'est que sur ce secteur, je retrouve mon coteau de Martena, et bien j'ai pu intervenir, faire des interventions ponctuelles qui sont ouvertes, en disant c'est des zones dans lesquelles j'améliore les conditions de nourrissage, c'est des zones de gagnage, j'améliore la capacité d'accueil, j'augmente ce que potentiellement mes animaux vont trouver comme nourriture en forêt, et puis en rouge, mes postes de chasse qui vont permettre aux chasseurs de mieux chasser dans un secteur très difficile à chasser. Voilà. Bien, ça c'est théorique. C'est théorique. Pourquoi? C'est théorique parce que euh, la nature, elle réagira pas de façon symétrique. C'est-à-dire que si je donne à manger aux animaux avec mes points verts, eh bien, automatiquement, je vais avoir une augmentation de la population. Donc, l'amélioration de la capacité d'accueil, c'est super, c'est génial, mais elle va avoir ses limites parce que si je gère pas bien ma chasse, c'est-à-dire que si je renforce pas mon rouge, et puis si je renforce pas la pression de la chasse, ou en tout cas que je ne maintiens pas ma pression de chasse sur le secteur, eh bien je vais me retrouver après 3, 4, 5, 10 ans avec à nouveau une surpression de la chasse. Donc c'est très important de maintenir cet équilibre. Je fournis de la nourriture aux animaux, bien sûr dans un espace naturel, je ne vais pas les affourager, je leur fournis de la nourriture et puis en parallèle, je maintiens la pression de chasse. Le pilier suivant ou le tiroir suivant, c'est la prévention contre les facteurs de dérangement. Alors des facteurs de dérangement, il en existe beaucoup. Ici, j'ai mis sur le PowerPoint une liste que je vous laisse lire.
Alors cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive, hein. On pourrait en nommer d'autres, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Tiens, ben, les VTT, mais maintenant il y a les vélos de descente, il y a les vélos électriques, voilà, il y a toujours des choses un petit peu nouvelles qui débarquent. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces facteurs de dérangement, qui est très important philosophiquement, c'est que euh, je pense qu'en lisant cette liste, vous êtes tous identifiés à quelque chose, hein. Ne serait-ce que parce qu'il y a la chasse ici. Alors vous allez me dire, ouais, 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 moi, hein, comme je chasse et puis comme je connais, je fais pas de dérangement, hein, voilà. Mais le skieur, il va dire la même chose. Il va dire non, non, mais moi je passe 2 fois dans l'année, c'est rien du tout. Voilà. Le parapentiste, il dit la même chose. Il dit non, mais moi je fais un saut, je prends toujours les mêmes couloirs, je fais très attention, je reste en altitude, hein. Le rappeur, il va dire non, non, mais moi je vais toujours dans des zones, qui sont balisées, les chemins balisés, etc. Voilà. Alors, si je joue un peu avec ça, c'est il y a une notion qui est très importante, c'est que votre dégât, hein, votre impact plutôt, votre impact, mon impact, il n'est pas très important. Par contre, mon impact additionné à vos impacts, hein, s'ils s'additionnent, ça devient dangereux. C'est-à-dire que la moto, intrinsèquement, c'est pas un problème, mais la moto en forêt additionnée avec de la randonnée, du parapente, hein, des militaires qui font des exercices, des moutons qui sont mal gérés, et puis des chiens qui se promènent, eh bien, ça va faire une surpression. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces facteurs de dérangement? Ces deux images, elles illustrent un petit peu la chose. Eh bien, tant que je suis dans un secteur qui est tranquille, je vais avoir une répartition territoriale de mes ongulés qui va être répartie. Ben là, c'est un massif forestier sur l'ensemble de ma forêt. Et puis ici, comme sur l'image inférieure, je commence à introduire dans ce secteur des éléments de dérangement, un télécabine, des pistes de ski, une urbanisation croissante, une place de parc qui est apparue, voilà, des ratraques qui vont faire leur exercice, eh bien je vais réduire les zones de tranquillité et puis je vais inciter les animaux à se concentrer sur certains endroits sur lesquels ben, forcément j'ai un impact qui va être très 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 fort. Alors, je vais revenir un petit peu sur mon PowerPoint, parce que là, on est dans un élément qui est très important. Je vais revenir sur cette image. Hein, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce gradient de végétation, en vous disant en plaine, c'est la profusion, en montagne, euh, ça commence à devenir un petit peu plus difficile en termes de conditions de vie, donc conditions de station, conditions de vie pour les végétaux. Ici, je vais régénérer en quelques années. Là, il me faudra peut-être 50 ans pour amener ma régénération au sol. Bien. Eh bien, malheureusement, ces facteurs de dérangement, hein, on observe qu'en fait, ils vont concentrer les animaux dans ces altitudes, entre 1800 et 2000 mètres d'altitude, hein, les zones où aussi accessoirement j'ai les barres de rochers, j'ai les chutes de pierre qui se déclenchent, j'ai les premiers couloirs d'avalanche, etc. Donc les zones de déclenchement des risques naturels. Donc les facteurs de dérangement vont avoir tendance à me concentrer les animaux dans les endroits où justement il ne faudrait pas qu'ils fassent de dégâts. Et malheureusement, c'est là qu'ils vont en faire. Quand j'ai essayé de m'organiser pour faciliter la chasse, quand j'ai essayé de donner des conditions de vie, des conditions de nourrissage plus intéressantes ou des conditions de refuge plus intéressantes pour les animaux, quand j'ai réduit les impacts des dérangements et que je vois toujours des dégâts, eh bien je peux passer au tiroir suivant qui est la protection individuelle. Alors la protection individuelle, on va en avoir de différents types. Je vais vous en présenter deux qui sont souvent utilisées. La première, c'est les corbeilles. Donc vous pouvez voir en forêt des fois des espèces de corbeilles. Aujourd'hui, elles sont en plastique qui protègent des arbres. La deuxième
protection, c'est la polynette. La polynette, c'est des plastiques biodégradables, des bandes de plastique biodégradables qu'on va enrouler autour du fût des arbres pour éviter que les cerfs écorcent ces arbres. Hein. Voilà. Donc, comme chasseur, vous pouvez être appelé par les Diana à faire des journées de travail pour poser ce genre de protection individuelle. Faites bon accueil à ces mesures, dans le sens où c'est clair que pour le propriétaire ou pour le forestier, ben, c'est des surcoûts, il faut faire le travail, c'est des heures de travail, c'est de la main-d'œuvre, c'est du matériel et ça coûte cher. Le dernier pilier, c'est le suivi et le contrôle. Je vais l'illustrer par cette espèce de treillis que vous avez de poulailler, on va dire ça comme ça, que vous avez sur cette photo. Alors c'est pas du tout un poulailler, c'est ce qu'on appelle un enclos témoin. Donc le principe d'un enclos témoin, c'est une surface. En l'occurrence, c'est pas une surface, mais c'en est deux. Mais là, on voit une surface qui est clôturée à plus d'1,82 m de haut. Donc c'est une surface de 5 mètres par 5, à l'intérieur de laquelle nos animaux ne peuvent pas aller manger ce qui s'y passe, ce qui pousse. Ces surfaces, ces enclos témoins, ils nous permettent en fait d'avoir une image idéale de ce que pourrait être la forêt si on n'avait pas nos ongulés. Et puis on va la comparer sur une surface qui a les mêmes conditions de vie pour les végétaux à l'extérieur. Et puis en comparant l'extérieur et l'intérieur, je peux me faire une idée de l'impact des populations d'ongulés. Donc là, c'est une méthode relativement scientifique qui permet d'être très précis dans les observations. Après, peut-être pour vous rassurer, ça ne veut pas dire que ce qu'on a à l'intérieur de l'enclos témoin soit l'idéal sylvicole. Hein. Je m'explique, peut-être que j'ai surtout du feuillu, pour prendre un exemple simple, j'ai surtout du feuillu qui pousse à l'intérieur, c'est des bouleaux, c'est des érables, c'est des saules, et puis comme ici, je veux une forêt qui soit composée de mélèzes et d'épicéas, et puis j'ai très peu de mélèzes et d'épicéas, puis à contrario, à l'extérieur, mes animaux ont mangé mes saules, ont mangé mes bouleaux, et puis j'ai de l'épicéa, des mélèzes qui poussent. Hein. Donc voilà. Mais par contre, j'ai un outil qui me permet d'évaluer les choses. J'arrive gentiment au bout de ce que je voulais vous expliquer avant les examens. Donc, avant de vous quitter, quelques réflexions, quelques rappels. La première, la sécurité. Je vous rappelle que c'est vous qui êtes responsable de l'engagement de votre arme. C'est vous qui devez assurer votre sécurité et la sécurité de vos collègues. Efficacité, professionnalisme. Donc c'est difficile peut-être de rentrer dans votre passion et puis dans votre intérêt pour la chasse, le mot professionnalisme surtout, mais c'est ce qu'on attend de vous. Donc soyez en forêt des gens qui ont un comportement par rapport à la nature et par rapport à la forêt qui soit sensible et raisonné. Et puis enfin, collaboration. Par exemple, si vous désirez faire une ligne de tir sur un endroit où vous allez chasser régulièrement, eh bien, prenez peut-être le temps d'appeler le garde forestier de la région. Vous serez peut-être étonné de voir l'ouverture d'esprit qu'il a et puis combien il vous dira ouais mais fais pas semblant de couper, vas-y, maintiens ta ligne de tir ouverte, c'est bien pour la nature. Voilà rapidement un petit peu ce qu'il fallait qu'on voie ensemble pour vous préparer aux examens. Je vous remercie d'avoir passé un petit peu du temps à écouter ça. C'est un petit peu ardu, je sais. C'est beaucoup plus facile si on avait été en présentiel. Je suis désolé. On fait du mieux qu'on peut. Passez un bon été et puis surtout passez de bons examens. Merci.